C'est donc un document en flux continu, c'est-à-dire que vous avez du texte qui coule d'une page à l'autre. Quand vous prenez la flèche noire et que vous cliquez sur un des blocs, sur n'importe quelle page, d'ailleurs je vais zoomer en arrière, voilà, n'importe quelle page, je clique sur un des blocs, on va voir que normalement il y a des lignes qui apparaissent et qui relient tous les blocs pour indiquer que le texte coule d'une page à l'autre, d'un bloc à l'autre. Et en plus, on a des images qui sont insérées dans le texte. En fait, on a une image qui est insérée dans le texte, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Elle est dans le flux du texte aussi, et donc si je supprime du texte ou si j'en ajoute, elle va bouger, vous pouvez tester. Vous pouvez y aller avec l'outil texte et sur la deuxième page, par exemple, sélectionner un paragraphe avec sa balise de fin de paragraphe pour bien faire. Si vous enfoncez la touche suppression, ça va supprimer ce texte et l'image qui est à droite, là, va remonter. Voilà. Si je supprime à nouveau un paragraphe, touche suppression, l'image remonte en quelque sorte dans le flux, mais elle est passée à la colonne de gauche, c'est logique. Hein, c'est un texte qui est écrit de gauche à droite. Bon, j'annule par un CTRL-Z et encore un CTRL-Z, et voilà, les deux paragraphes que j'avais supprimés sont réapparus. Je vous rappelle que quand vous êtes en train de modifier du texte avec l'outil texte pour appeler le raccourci de la main, c'est la touche Alt. La touche Alt permet de bouger le document dans la fenêtre quand on est avec l'outil texte. On ne peut pas utiliser le raccourci habituel, la barre d'espacement, puisque ça ajouterait des espacements, des espaces dans le texte. Donc c'est la touche Alt pour appeler la main pendant que je suis en train de travailler avec un outil. Alors, si les lignes n'apparaissaient pas quand vous cliquez sur un bloc ou l'autre, ça peut venir du fait que vous êtes en affichage aperçu. Donc, quand on a la palette des outils en deux colonnes, c'est l'icône de droite qui permet d'avoir une visualisation plus fidèle du document, à quoi il va vraiment ressembler quand on va le sortir sur du papier, par exemple. Eh bien, évidemment, là, même en ayant les blocs sélectionnés, les lignes n'apparaissent pas. Ou alors, et là je reviens en affichage normal, ou alors c'est que vous avez oublié d'aller dans le menu affichage, demander extra, afficher le chaînage de texte. C'est ça les lignes qu'on voit qui relient les blocs, c'est du chaînage de texte. Bien sûr ici, vu qu'elles sont affichées, ça me propose de les masquer, ce que je ne vais pas faire. Pas de questions jusque-là? Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter d'autres images dans le flux du texte. Actuellement, il n'y en a qu'une seule, c'est celle-là. Et d'ailleurs, voilà, elle est bien différente de l'autre image qui est sur la première page, qui est une image flottante qui habille, elle repousse le texte. Si vous la bougez un peu, vous allez voir, ça va être flagrant. Voilà, le texte va être repoussé, ça calcule, voilà. Le texte ne peut pas passer sous cette image, elle a une fonction d'habillage qui a été mise sur elle, elle repousse le texte. Évidemment, ça n'a aucun sens de la mettre comme ça, mais ça démontre que ça habille vraiment. Ça se passe dans le menu Fenêtre, habillage de texte, dans la version anglaise de InDesign, menu Window, Text Wrap. Pendant que cette image est activée, on a été enclenché la deuxième icône ici, habillage de texte, et comme l'icône le montre, on a une image qui repousse le texte, contrairement à la situation normale où le texte passe sous les images. Si on va voir dans la palette des calques, menu Fenêtre, Calque, Window, Layers, on va remarquer qu'il y a un calque qui a été fait spécialement pour ça. Ce n'est pas InDesign qui l'a fait, c'est l'utilisateur qui a créé le document, qui a fait un calque qui s'appelle image flottante. Et quand on sélectionne cette image du grand écureuil, là, sur la première page, on voit que le carré, il y a un carré qui apparaît ici qui indique que l'objet se trouve sur ce calque-là. Oui. D'ailleurs, si on déploie le contenu du calque, ça se voit, c'est cet objet-là. L'objet se trouve sur ce calque-là.
Tandis que l'autre image qui est dans le flux du texte, elle ne peut pas être sur un calque à part, elle est forcément sur le même calque que le texte principal. Il n'y a pas le choix, elle fait partie du texte, elle est sur un paragraphe. D'accord. Ok, je vais remettre la première image en place. Vous avez bien compris comment ça fonctionne. Dans le cas d'images flottantes comme celle, la grande image de l'écureuil là, elle est en habillage, elle repousse le texte, elle peut être sur un calque à part, ça permet de plus facilement manipuler ces images-là en verrouillant les autres calques. Je vais plus facilement manipuler les images flottantes. C'est la manière dont vous avez fait un document InDesign précédemment, lors du cours fondamentaux de InDesign. Ça permettait de faire des choses faciles et visuellement, c'était pas mal. Ça en jetait quand même déjà pas mal. Au niveau visuel, on était largement au-delà de ce qu'on peut faire avec Word. Donc on utilisait déjà bien InDesign. Ici, c'est un document en flux continu et c'est vraiment particulièrement intéressant dans le cas des documents, des rapports d'entreprise, des brochures, ça peut servir aussi. Si vous avez un document de plusieurs dizaines, voire centaines de pages à faire avec des images insérées, des schémas, des statistiques, ça va être possible grâce à cette technique-là. Si on vous demande à un certain moment d'ajouter des images ou du texte ou d'en enlever, ça ne va pas être la catastrophe, ça va bouger tout seul dès que vous ajoutez ou vous enlevez, ça va se redéployer. Bien, alors on va ici sélectionner l'image avec la flèche noire. Avec la flèche noire, c'est le bloc en fait que je sélectionne. Attention, ce n'est pas l'image elle-même, parce que l'image elle est à l'intérieur du bloc et on la sélectionne quand on clique sur le réticule ici. Vous voyez ses limites. L'image est plus grande en fait que ce qu'on voit. Elle est recadrée. Donc c'est vraiment le bloc qu'il va falloir sélectionner. Là, je suis en train de sélectionner l'image, c'est pas bon. Je dois cliquer à côté pour désactiver, puis je dois revenir cliquer sur le bloc, n'importe où, sauf sur le réticule central. Sinon, ça sélectionnerait à nouveau le contenu, l'image. C'est le bloc, en fait. Quand je dis que je sélectionne l'image, dans ce cas-ci, je devrais préciser, c'est le bloc. Oui, il y a une petite encre de navire ici pour indiquer que c'est une image qui est ancrée dans le texte. Elle est dans le flux du texte, comme vous avez pu voir quand on a supprimé du texte. Elle bouge. Elle passe même à la colonne de gauche si on supprime 2 paragraphes. Voilà, vous avez votre image là qui est sélectionnée. On va lui ajouter un petit effet spécial de cadre, bien que ce soit un peu lourd et c'est pour la démonstration, mais pourquoi pas? Il y a certaines publications où mettre des cadres sur les images, ça peut servir, notamment des petites brochures dans des parcs d'attractions, etc. Ça peut être sympa. Alors on va aller dans la palette Contour, menu fenêtre, contour, window, stroke, dans la version anglaise. On va indiquer qu'on veut un contour, on va mettre un contour par exemple de 3 points. Voilà le contour de 3 points qui arrive. Il faudrait peut-être lui mettre une couleur. Actuellement il est blanc. Il faut mettre la case de contour en avant-plan dans la palette des outils. Vous comprenez pourquoi la palette des outils c'est mieux de l'avoir en 2 colonnes? Parce que quand elle est en 1 colonne, c'est assez réduit et c'est pas génial. On ne voit pas trop. Donc palette des outils en 2 colonnes, la case contour est à l'avant-plan. Techniquement, dans InDesign, il est possible de double-cliquer sur l'échantillon comme dans Photoshop et d'aller choisir une couleur, mais je ne vous le conseille pas parce que vous allez passer à côté d'une fonctionnalité de InDesign qui est intéressante, qui est les couleurs globales, c'est-à-dire que on va plutôt utiliser le nuancier pour choisir une couleur. On va aller dans le menu Fenêtre, Couleur, Nuancier, Window Color Swatches. Parce que les couleurs que vous mettez dans le nuancier, elles sont liées aux éléments du document. Vous allez comprendre. Alors je choisis une couleur, voilà. Le magenta, qui est installé sur la couleur de contour du bloc. Voilà, j'ai un contour magenta. C'est pas mal. Et on reviendra dans le nuancier plus tard. Vous allez voir cette fameuse couleur globale. L'intérêt d'utiliser le nuancier plutôt que de double-cliquer à la manière Photoshop sur les échantillons et choisir une couleur.
c'est qu'il y a vraiment un lien entre la couleur du nuancier et tous les objets qui vont utiliser cette couleur dans le document. Alors, on va maintenant dans les styles d'objets, menu Windows Styles, menu fenêtre Style, Object Styles, style d'objet. Et on va créer un style d'objet au départ de cette image qui est sélectionnée, enfin de ce bloc image qui est sélectionné. Vous allez dans le menu de la palette des styles d'objets, vous demandez Nouveau style d'objet. Et vous allez donner comme nom image. Donc, je vais appeler ça bloc des images dans le flux. Oui, parce que j'ai déjà un style qui s'appelle image dans le flux et c'est un style de paragraphe. On va l'utiliser un peu plus loin, vous allez voir. Donc, j'appelle ça vraiment bloc des images dans le flux. Bloc au pluriel si on veut. Voilà. OK. Et alors, quand j'ai fait le style, là, j'ai oublié de cocher appliquer le style à la sélection, Apply Style to Selection. Donc, je suis obligé ici, manuellement, d'aller appliquer le style que je viens de créer, le style d'objet, de l'appliquer à l'objet qui a servi à créer le style. L'intérêt du style d'objet, c'est pas vraiment pour cette image-là, c'est pour les suivantes que je vais faire. Je vais pouvoir rapidement leur appliquer le style. Alors voilà, est-ce que sur le côté de la page, sur le côté de la première page, vous avez un bloc, il est déjà déverrouillé visiblement. On a déjà cliqué sur lui avec les touches commande et majuscules du Mac ou contrôle et majuscules du PC pour le déverrouiller parce qu'en fait il vient du gabarit. Il vient du gabarit. Si je vais voir dans la palette page, on a un gabarit qui est utilisé par toutes les pages. Donc déjà si je regarde sur toutes les pages, je vois que c'est le gabarit A qui est utilisé. Et il est là le gabarit A. Et dans le gabarit A, vous pouvez double-cliquer sur lui pour aller voir. Dans le gabarit A, on a mis un bloc qui est là, un bloc qui a la même largeur que l'image de l'écureuil sur la page de droite là. C'est donc un bloc qui va nous servir pour aller créer rapidement d'autres blocs images. On l'a fait déborder un peu sur la page, sinon il n'apparaît pas dans le document. C'est vicieux. Si on l'avait mis comme ça, dans le gabarit, il n'apparaît pas dans le document. Quand je vais aller double-cliquer sur les pages, voilà, je suis sur la page 44, voilà, je ne le vois pas. Il est là, pourtant. Bon, alors c'est pour ça que je retourne là dans le gabarit. Je le fais déborder un peu sur la page, comme ça, il apparaîtra dans le document et je pourrai le déverrouiller. Donc, par exemple, sur la page 44, là, il est verrouillé. Pour le déverrouiller, c'est CTRL majuscule sur le PC, commande majuscule sur le Mac, cliquez, et le bloc est utilisable, il est libéré du gabarit. Mais sur la page 38, la première page, il était déjà déverrouillé précédemment par quelqu'un. Donc, il est directement utilisable. Bon, alors, on va faire une copie de ce bloc et l'utiliser pour mettre une image dans le texte. Donc, vous êtes sur la première page, la page 38, vous pouvez déplacer le bloc avec la flèche noire et la touche Alt, ça va faire une copie. Ensuite, on va aller chercher une image sur le web et on va l'amener dans le bloc. Et normalement, il est prévu pour qu'il redimensionne tout seul les images. On va aller tester ça. On va aller prendre une image. Vous allez sur un navigateur web, dans Bing par exemple, pour aller chercher des images qui ont quand même de la haute définition. Voilà, je suis dans Bing. C'est l'équivalent de Google en fait, hein, mais fait par Microsoft. Bon, je vais taper Street View. Entre guillemets, je vais taper Public Domain. C'est un des moyens pour trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, même pour des documents commerciaux.
Je vais aller voir dans la partie images. Bien sûr, vous pouvez choisir un autre sujet si vous voulez. C'est juste un exemple. Alors voilà, je vais maintenant cliquer sur une image qui m'intéresse. Oui, en principe, je pourrais demander l'affichage des filtres par ici. Affichage des filtres. Vous avez vu que je suis passé dans la partie images. Comme dans Google, ça se fait comme ça aussi. Donc on a le filtrage, faire apparaître les filtres. Et je pourrais demander taille d'image grande pour avoir des images quand même avec pas mal de pixels. Mais bon, comme elles apparaissent pas très grandes dans le document, elles sont de la largeur d'une colonne, si je demande taille moyenne, ce sera déjà pas mal. Quoique, ça commence déjà quand même à devenir très petit, je ne dis rien. Il vaut mieux choisir grande quand même. Voilà. On affiche des images de grand format. On clique sur une image qui nous plaît. On doit normalement vérifier sur le site qu'elle est réellement du domaine public et qu'on a le droit d'utiliser. Ici en bas, vous devriez avoir le mot « Afficher l'image » ou alors quand votre écran, comme chez moi, n'est pas très précis, il y a peu de pixels affichés sur l'écran, vous avez un petit menu « Plus » et vous avez là-dedans « Afficher l'image ». C'est ça qui est intéressant avec Bing, c'est ça qui a disparu dans Google dernièrement, ce bouton qui permet d'afficher les images en haute définition. Vous avez quand même des images bien précises en haute définition là. Vous l'enregistrez, clic droit, enregistrer l'image sous. Vous l'enregistrez dans le dossier d'assemblage que vous avez été chercher tout à l'heure. Pas besoin de créer un dossier spécialement pour ça, vous l'enregistrez. C'est pas comme si on allait avoir des dizaines d'images. Quoique, il y a quand même déjà un dossier links, mais c'est pas grave, vous pouvez l'enregistrer n'importe où. À la fin, on refera un dossier d'assemblage qui va tout rassembler dans un dossier links. Voilà. À tout hasard, oui, ce serait peut-être pas mal d'aller en chercher directement aussi une deuxième. Alors, ce qui compte, c'est la définition des images, c'est-à-dire de combien elles sont composées, combien de pixels les composent, en largeur et en hauteur, c'est la définition. La résolution, 72 pixels par pouce ou 300 pixels par pouce, n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la définition, il faut qu'il y ait du pixel. N'oubliez pas, ne faites pas l'erreur, comme dans Google, de prendre l'image basse définition qui apparaît là. Il faut aller chercher l'image haute définition. Alors, je réessaye, parce que ça m'a foiré le truc. Apparemment, celle-là, ça ne fonctionne pas, donc je vais en essayer une autre. Elle n'est pas en très haute définition, mais bon, quand même, ça marche. Voilà, je l'enregistre aussi. Ah tiens, je vais peut-être renommer parce que c'est un peu foireux. C'était juste un numéro. OK. Bien, ben on va faire le test dans notre document. On va importer une des deux images dans notre bloc image là. Voilà, le bloc image est sélectionné. La copie que j'ai faite en déplaçant mon bloc source avec la touche Alt, je l'ai déplacé, ça fait une copie. Je fais fichier importer et je vais aller chercher là où elle se trouve une des deux images que j'ai été téléchargées du web. Ok, je vais essayer avec celle-là. Et normalement, ça redimensionne. Oui, c'est le cas. L'image s'est redimensionnée pour remplir le plus possible le bloc. Si je clique sur le réticule central, je devrais voir, oui, je vois qu'en réalité, elle déborde par la gauche et la droite dans ce cas-ci, mais peut-être que la vôtre, c'est par le haut et le bas qu'elle déborde. Peu importe. En tout cas, avec la flèche noire, vous avez la possibilité de la déplacer à l'intérieur de son bloc en la prenant par son réticule central, et avec la touche majuscule, ça fait un déplacement calé sur les axes, et peut-être que c'est plus intéressant de voir l'image comme ça, uniquement la partie gauche de la rue et pas le centre. Voilà. Bien, donc l'image ici, je vais la couper, vous la sélectionnez,
Vous sélectionnez en fait le bloc. Mais oui, quand je dis on sélectionne l'image, c'est toujours pas assez précis. C'est le bloc qui contient l'image qu'on sélectionne. Et on va faire un CTRL X sur le PC ou commande X sur le Mac. Et alors on va aller dans la page de droite, ici par exemple, dans la colonne de gauche sur la page de droite, je vais aller créer un paragraphe vide qui va contenir l'image. Donc vous prenez l'outil texte, vous vous mettez au début d'une phrase, vous enfoncez la touche retour chariot, c'est la grosse touche entrée sur le clavier, une fois, deux fois, vous avez créé à cet endroit-là un paragraphe vide et vous mettez le curseur texte, il doit cliquer à cet endroit-là. Et quand vous êtes là, vous allez coller l'image, vous faites édition coller ou CTRL-V, voilà. Vous collez l'image, elle arrive, génial. Ah ben du coup, elle a poussé le texte sur la colonne de droite et l'image de l'écureuil est passée à la page suivante. Mais c'est pas grave, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Alors, pour les images qui sont dans le flux du texte, il y a un paragraphe, un style de paragraphe spécial qui a été fait. On va l'appliquer. On aurait pu l'appliquer avant de coller l'image. Mais enfin, voilà, c'est l'occasion de voir comment arriver à indiquer que je veux travailler dans le paragraphe de l'image. Ben, il faut se mettre, par exemple, au tout début du paragraphe qui suit. Donc, je mets le curseur au tout début du paragraphe qui suit. Et sur le clavier, vous avez des touches gauche, flèche gauche et flèche droite. Dans ce cas-ci, c'est la flèche gauche qu'il faut enfoncer. Voilà, je l'enfonce. Vous voyez le curseur qui clignote maintenant à droite de l'image. Sur son paragraphe, si vous avez bien fait les choses, et là, son paragraphe, on voit une balise de fin de paragraphe là. Et on va pouvoir appliquer à cette image, enfin, à ce paragraphe plutôt qui sert de support à l'image, on va lui appliquer le style spécialement prévu pour les paragraphes qui servent de support aux images. Donc vous allez dans le menu texte, menu type, et vous allez chercher les styles de paragraphes, les paragraph styles. Et parmi les styles de paragraphes, il y a un style qui s'appelle image dans le flux. Vous cliquez dessus, ça bouge un peu les choses, voilà, c'est pas mal. Si vous voulez, vous pouvez aller vérifier l'autre image de ce petit écureuil qui doit être délicieux avec une bonne sauce. Eh bien, elle aussi utilise le style image dans le flux. Regardez ça. Je clique sur le paragraphe de texte qui suit. Avec la touche, la flèche gauche sur le clavier, j'enfonce la flèche gauche. Je suis maintenant dans le paragraphe. Et je vous ai dit une bêtise, elle n'utilise pas le paragraphe qui sert de support n'utilise pas le style image dans le flux. Donc, je le mets. C'est une erreur dans le document. Elle aurait dû utiliser, le paragraphe aurait dû utiliser. Alors, on est d'accord? On comprend? On va faire le point sur ce qui se passe. On va faire le point sur ce qui se passe, mais pour ceux qui n'auraient pas bien compris le processus, on va recommencer avec l'autre image. Je suis sur la 4e page du document qui s'appelle la page 40, puisqu'en fait le document a été renuméroté pour qu'il commence à la page 38. Donc là, je suis sur la 3e page du document, la page 40. D'accord? Ok. Alors, à un endroit, je vais aller me mettre au début d'une phrase, enfoncer la touche retour chariot sur le clavier une fois, deux fois, ça a créé un paragraphe vide et je clique dans ce paragraphe vide. Je suis en train de travailler dans ce paragraphe vide. Peut-être que ce serait intelligent dès maintenant de lui appliquer le style de paragraphe image dans le flux. À ce paragraphe qui sert de support aux images, je lui applique image dans le flux. Le style de paragraphe image dans le flux. Avec la flèche noire, je vais essayer de sélectionner mon bloc blanc qui se trouve ici sur le côté. Ça ne fonctionne pas, je vais devoir le déverrouiller. Il vient du gabarit, il n'est pas accessible. Avec CTRL majuscule sur le PC, commande majuscule sur le Mac, quand on clique avec la flèche noire, ça le déverrouille. CTRL majuscule clic ou commande majuscule clic
Ça dépend si on est sur un PC ou sur un Mac. Je vais le dupliquer avec la flèche noire en enfonçant la touche Alt. Je vais le dupliquer, je le déplace. Voilà la copie. Je peux amener l'image dans ce bloc par fichier importé, File, Place dans InDesign, et puis aller le coller, le couper-coller sur son paragraphe dans le flux du texte. Mais si je veux, je peux déjà aussi faire le couper-coller ici. Donc je fais CTRL-X, c'est édition coupée. Donc il est envoyé dans le presse-papier qui sert au transfert d'informations dans l'ordinateur. Comme vous savez, le presse-papier, le clipboard, il est envoyé dans le presse-papier. Je prends l'outil texte, je clique. Je suis sur le paragraphe qui sert de support aux images. Je lui ai d'ailleurs appliqué le style image dans le flux. Je colle ce que j'ai coupé, c'est-à-dire mon bloc. Et voilà, il est passé en page suivante parce qu'il n'avait pas assez de place pour se mettre en bas de colonne ici. Et alors là, il faut réfléchir. Comment j'importe l'image dans ce bloc? Il faut que je sélectionne le bloc avec la flèche noire. Voilà, le bloc image qui est là. Je le sélectionne avec la flèche noire. Oui, parce que ce n'est pas sur le paragraphe que j'importe l'image. C'est dans le bloc qui est sur le paragraphe. Je fais fichier, importer, et je vais chercher l'image, l'autre image que j'avais été chercher. Donc vous voyez, l'ordre dans lequel vous faites les choses n'a pas une importance énorme, tant que vous comprenez comment ça fonctionne. Ok, je vais aller créer quelques paragraphes ici. Voilà, même faire un copier-coller d'un texte qui vient d'ailleurs parce que ça m'ennuie que mon image soit en face de la colonne là. Je vais prendre ça et aller le coller ici. Ok. Voilà. Ok. Alors, il y avait un truc bizarre chez toi, je ne sais pas pourquoi. Il y avait ceci. C'est ce qui est quand même assez particulier. Je vais recréer le problème ici. Et c'est vrai que c'est intéressant de le comprendre, le problème. Voilà. Voilà ce que nous avions chez toi. Et les autres ne l'ont sans doute pas. Enfin, vous me confirmez? Est-ce que vous avez cette chose bizarre en face de l'image ici? Vous auriez le texte qui est repoussé comme ça. Alors, quand je sélectionne, ça c'est vicieux dans InDesign, mais il faut savoir que ça existe, ça fonctionne comme ça. Quand je sélectionne le bloc, image ici, il habille. Pour empêcher que le texte passe par en dessous de lui, il est en habillage, le bloc en principe. Eh bien, il y a un problème. Il ne l'est pas. On dirait que c'est l'image elle-même qui est en habillage. Je pense que vous avez tous ce problème-là, en fait. On va résoudre le problème. Sélectionnez le contenu de l'image ici avec le réticule central et allez dans la palette menu Window, Text, Wrap. Habillage de texte. Est-ce que vous voyez quand vous faites apparaître le contenu du bloc, donc avec les bords de l'image visibles, est-ce que vous voyez que la deuxième icône ici est enclenchée? Ok, chez moi ça l'est, je ne sais pas pourquoi. Je vais désenclencher. C'est très mauvais de mettre un habillage de texte sur le contenu d'un bloc image, autrement dit sur l'image elle-même. C'est sur le bloc qu'on met l'habillage. Donc, je clique à côté, je sélectionne le bloc cette fois-ci, et c'est le bloc qui doit habiller. Voilà, le bloc qui doit habiller. Pas le contenu, pas l'image.
Et voilà pourquoi chez toi on avait une partie du texte qui n'apparaissait pas dans la colonne. Il était repoussé par les limites de l'image, même si l'image n'était pas visible, elle était recadrée, on ne la voyait pas. Vous avez compris le problème, hein. Voilà, mais en tout cas, voilà, si vous n'avez pas le problème, c'est parfait. Il faut penser à ça. Quand on met un habillage de texte sur une image, en fait, c'est sur le bloc contenant qu'on le met. OK. Bon, ça doit aller là. Je vais enregistrer le document. Donc, j'enregistre le document dans le dossier d'assemblage sous un nouveau nom, voilà. Alors, on va s'intéresser un peu à notre couleur que nous avons mise tout à l'heure sur le bloc. Vous vous souvenez, on a mis un contour de couleur. Vous allez cliquer à côté de tout et donc rien n'est sélectionné. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il valait mieux mettre la couleur en allant la chercher dans le nuancier. Parce qu'elle est globale, il y a un lien entre la couleur et le bloc. Eh bien, essayez ceci. En ayant donc cliqué à côté de tout sur les pages, rien n'est sélectionné, vous allez double-cliquer sur la couleur que vous aviez mise. Vous double-cliquez sur elle dans le nuancier. Vous avez une case aperçue que vous pouvez cocher et vous allez pouvoir changer la couleur et vous voyez ce qui se passe. La couleur change sur le bord du bloc. Si j'utilisais la couleur à plein d'endroits dans InDesign pour mettre des titres, pour des fonds colorés, cette couleur-là changerait partout dans le document. Ça, c'est intéressant quand on veut modifier le design de tout un document, l'aspect de tout un document, l'ambiance colorée. Vous avez utilisé une couleur à un certain endroit, rien ne vous interdit d'aller la modifier. OK. Bien, je redouble-clique sur cette couleur avec la case aperçue. Dans InDesign, nous utilisons ici des images RVB qui sont très vives. Comme vous voyez, il y a de la couleur vive sur les oreilles de cette délicieuse bestiole. Et il est possible que si j'imprime, ça ne va pas être aussi vif que ça. Mais par contre, si j'affiche le document sur un écran, c'est vif, c'est bien. Autrement dit, vous pouvez aussi, quand vous mettez des couleurs de blocs, de titres, etc., le faire en RVB, en sachant que vos couleurs vives vont ternir à l'impression, mais dans la version écran du document, vous pourrez avoir accès à des couleurs vives comme ça, du vert vif ou du magenta vif, comme ça, voilà. Des choses qui ne sont pas imprimables. D'ailleurs, c'est ça que ça vous indique ici, hein. On vous dit, attention, il y a une sakwe qui va n'invesser. Votre couleur va ternir à l'impression. Et ce à quoi je réponds, ok, j'accepte ça, j'ai pas le choix. Mais au moins, dans ma version pour écran, si je fais un PDF interactif, si je fais un magazine interactif, à regarder sur tablette, ma couleur sera vive. Pourquoi pas ? Voilà, je vais mettre du vert vif, d'accord ? Alors, quand je sélectionne avec la flèche noire ce bloc qui contient l'image, le bloc, hein, pas l'image elle-même, le bloc. Vous vous souvenez qu'on avait fait un style d'objet au départ de ça. Menu, fenêtre, window, styles, object styles. Voilà, ça utilise le style d'objet image dans le flux. Normalement, quand on modifie quelque chose sur un bloc qui utilise un style d'objet, ça met une petite flèche, un petit signe plus, pas une flèche, un signe plus à cet endroit-là, à côté du nom du style pour indiquer, tiens, il y a eu une modification manuelle sur l'objet qui utilise ce style. Mais pas dans ce cas.
J'ai changé la couleur du cadre, mais je l'ai fait par le nuancier. Je n'ai pas vraiment modifié quelque chose sur l'objet. C'est la couleur utilisée par l'objet qui a été modifiée, pas vraiment l'objet. Par contre, si je fais ceci, menu, fenêtre, contour, Windows Stroke, essayez ça. La palette contour. Je vais indiquer que je mets le contour à l'extérieur de l'image. Ou à l'intérieur? Oui, à l'intérieur, ce serait plus intelligent. À l'intérieur, comme ça, la largeur ne va pas déborder des colonnes. Pourquoi pas? Et je vais augmenter la taille du contour. Je vais par exemple indiquer que je fais un contour de 8, touche tabulation. Voilà mon contour de 8. Et que j'ai mis à l'intérieur du cadre de l'image, avec cette petite fonction ici d'alignement du contour. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai réellement modifié l'objet par rapport au style d'objet que j'avais créé au départ de cet objet. Il y a eu une modification, le contour est plus large, il est à l'intérieur, le petit signe plus est là. À partir de là, qu'est-ce que je peux me dire? Je vais, en fait, mettre à jour le style. Il va inclure ces dernières modifications que j'ai faites manuellement sur une des images qui utilise ce style. Le fait que le contour est à l'intérieur du cadre et qu'il est plus large va être inclus dans le style. Et pour faire ça, vous allez dans le menu ici, vous demandez « Redéfinir le style ». Et du coup, le petit signe plus disparaît. Rien ne change là, mais vous avez modifié le style. Et ça, c'est intéressant. Et ça existe aussi pour les styles de paragraphes. Vous pouvez modifier un des paragraphes et dire « Tiens, au départ de cette modification, je vais remettre à jour le style. Tous les autres paragraphes qui utilisent le style vont utiliser cette dernière modification que j'ai faite. » Alors, on va utiliser le style d'objet vraiment, là. Parce que pour l'instant, on l'a juste créé, on vient de le mettre à jour, mais on ne l'a pas vraiment encore utilisé, le style d'objet. C'est facile. Avec la flèche noire, vous sélectionnez une autre image et vous cliquez sur le nom du style d'objet. Et voilà. Alors, ailleurs dans le document. Alors, c'est moche, hein, je sais, hein, c'est juste une démonstration ici. Hein. Après, on peut changer, bien sûr. Hein. Là, je sélectionne celle-là, je lui applique le style d'objet. Voilà, c'est vite fait. Donc, le style d'objet permet d'appliquer à différents objets rapidement des caractéristiques. Là, vous allez cliquer à côté de la page. Rien n'est sélectionné. Et ça fonctionne de la même manière qu'un style de paragraphe. Si vous double-cliquez maintenant sur le nom du style d'objet, vous avez ces caractéristiques qui apparaissent. Avec la case aperçu, vous allez pouvoir modifier des choses, notamment le contour. Vous allez pouvoir modifier son épaisseur. Essayons un peu, à la place de 8, soyons fous, je vais mettre 18. Touche tabulation. Voilà, 18 de contour. À la place de la couleur verte, je vais aller en mettre une autre. Le cyan, par exemple, ou le noir. Voilà, plutôt le noir. Ce sera bien. Noir. Voilà. Ça fait ressortir les couleurs, comme disait la compagnie créole. Bon. Vous voyez le principe? Dans tout le document, je peux modifier d'un coup l'aspect de tous les styles d'objets, notamment ceux qui servent pour les images ancrées. Alors, c'est là qu'il faut s'accrocher. L'image ancrée, n'importe laquelle, celle-là ou celle de la page d'avant, toutes ces images, elles utilisent deux styles. Il y a, quand je sélectionne le bloc image, le conteneur, avec la flèche noire, il y a le style d'objet. On a vu que le cadre noir vient de là, par exemple. Et il y a un autre style utilisé par l'image, c'est le style du paragraphe sur lequel elle repose. Et ça, c'est quand je prends l'outil texte et que je clique sur le paragraphe suivant, par exemple, avec la touche flèche gauche sur le clavier, je remonte dans le paragraphe de l'image. Et ça, c'est dans la palette des styles de paragraphe. Texte, style de paragraphe. Donc, il y a deux choses qui influencent une image ancrée, un style de paragraphe et un style d'objet. L'image dans le flux, c'est bien ça.
Alors, je termine avec ça. Regardez. Je clique à côté de tout. Si je double-clique sur le style de paragraphe qui s'appelle image dans le flux et qui normalement est utilisé par ces deux images-là, je vérifie quand même pour la démonstration, je clique là, je reviens en arrière, oui, c'est utilisé par celle-là. Je clique là, je reviens en arrière, oui, c'est utilisé par celle-là aussi. Bon, donc je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. D'un coup, je vais pouvoir gérer, par exemple, l'espace après les images en faisant un double-clic sur image dans le flux. Je vais modifier les paramètres du paragraphe qui sert de support aux images dans retrait et espacement avec la case aperçu cochée. Je vais aller modifier la valeur d'espace après. Je vais par exemple indiquer 15. Touche tabulation pour valider. Et voilà, il y a 15 en dessous du texte. Je vais mettre 10, touche tabulation. Alors ça ne marche pas ici parce que c'est calé sur la grille. Il faut que j'aille vers une autre valeur encore plus basse, 6, touche tabulation. Vous voyez qu'on arrive à modifier les espaces avant et après. Oui, ça c'est l'espace après que j'ai géré, mais l'espace avant, ça se gère ici. Voilà, si vous avez compris ça, vous êtes vraiment paré pour faire des documents en flux continu avec des images incorporées. Je vais gérer l'espace avant, donc je mets 5, touche tabulation, peut-être 10, voilà. Du coup, ben oui, ça me met 10 avant l'image, sauf si elle démarre la colonne, bien sûr. Il n'y a pas de texte. Ça l'a fait aussi sur l'image de la première page, là. Ça a ajouté 10. Alors, c'est pas évident, mais quand on a compris ça, on peut déjà faire des documents pas mal. Il manque les titres et puis ça peut faire un document très bien. Souvenez-vous que l'intérêt ici, c'est que c'est du lourd. On vous donne 200 pages de texte et on vous dit, tiens, pour dans 48 heures, est-ce que tu sais me faire une mise en page de ça en insérant des images ? Si vous ne connaissez pas le système ici, vous répondez non, il va me falloir 2 semaines. 200 pages de texte, il faut 2 semaines. Si vous connaissez le système ici, c'est fait en moins de 24 heures. Parce que c'est du flux continu, c'est facile. Ce n'est pas la quantité qui pose un problème.